Faites bien de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité au sommaire de cette édition. C'est après de longues heures d'attente hier dans la nuit que le procureur de Bourg a requis un an d'emprisonnement dont 6 mois ferme contre les gardes-corps d'Ousmane Sonko dans l'affaire des derniers affrontements de Tchiki. Vous aurez la réaction à chaud de l'avocat des accusés, Maître Tal. Mission FMI au Sénégal, un décaissement associé de 135 milliards attendu vers la mi-décembre. L'institution Bretton Woods décerne un satisfait au Sénégal pour la performance économique. Enfin, bracelet électronique, la Colombe Cyber Défense Operation Center se félicite du partenariat public-privé avec l'État du Sénégal, ce qui a rendu effectif le port du bracelet électronique au Sénégal. Les pages internationales et sportives mettront fin à tout ceci. Bonsoir et bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, pour démarrer ce journal, après les articles de presse et les contestations, les journalistes et techniciens des médias se sont retrouvés ce mercredi matin à la maison de la presse Babacar Touré pour inciter les soldats de l'information ont encore exigé la libération du journaliste Pape Allian, arrêté et incarcéré pour diffusion d'informations classées secret défense. En brassard rouge, les journalistes ont encore haussé le ton pour le journaliste. Je vous le disais dans le sommaire, c'est après plusieurs tours d'horloge ce mardi dans la nuit au tribunal de Mbour que le procureur a finalement déclaré coupable Momo, Limousine, Petit et Boy, coupables de 4 chefs d'inculpation et demande une peine d'emprisonnement allant de 2 ans dont 1 an ferme dans l'affaire des affrontements de Tchiki. Réaction à ceux de leur avocat, Maître Tal, à sa sortie du tribunal. Suivez. Nous venons de sortir de l'audience de ce mardi 15 novembre et qui concerne la garde rapprochée du président Ousmane Sonko, leader du parti Pastef les Patriotes, et également de certaines victimes de sa délégation qui avaient essuyé des jets de pierre avant de s'en sortir avec des blessures attestées par des certificats médicaux. Aujourd'hui, l'audience s'est passée normalement. Les prévenus ont répondu à toutes les questions qui leur ont été posées. Les prévenus ont servi des réponses sans varier dans leur déclaration. Et ce, depuis l'enquête préliminaire, ils n'ont varié dans aucune de leurs déclarations. C'est la raison pour laquelle nous sommes confiants, malgré le réquisitoire très sévère du procureur de la République, qui a sollicité à ce que ces prévenus, la garde rapprochée, soient condamnés à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme pour causes et blessures volontaires, destruction de biens appartenant à autrui et violence et voies de fait, ainsi que violation de domicile. Ce même procureur a requis une peine de 2 ans, dont 6 mois d'emprisonnement ferme, contre le sieur Omar Ndione, poursuivi pour des faits de causes et blessures volontaires, destruction de biens appartenant à autrui et détention illégale d'armes. Et ce même procureur a dit qu'effectivement Omar Ndione a été le provocateur. J'ai dit qu'en matière d'actions diverses, quand il s'agit de 2 camps, je pense que la recherche doit être faite du côté du camp qui a été l'instigateur ou le provocateur. Et je pense qu'en pareille occurrence, nous avons tous témoins des déclarations qui ont été tenues de par-ci, par-là, de part et d'autre, par les prévenus, par les témoins, comme par les parties civiles et les prétendues victimes, que le sieur Omar Ndione est au début et à la fin de tout ce qui s'est passé. Et puis le président du conseil départemental de Matam, en l'occurrence Amadou Djibril Diallo, qui prenait part à l'Assemblée générale constitutive du groupe des collectivités territoriales pour la nutrition, pense que cette question de nutrition au Sénégal est un phénomène assez complexe qui nécessite que les collectivités territoriales prennent également ça comme tenue. Suivant Amadou Djibril Diallo. D'abord, vous savez, la nutrition c'est un fléau au niveau de notre pays, et le gouvernement du Sénégal a décidé vraiment de prendre ça en main. Comme les collectivités territoriales aussi, c'est des démembrements de l'État, et dans le cadre de la théorisation des politiques publiques, alors il y a eu un comité d'initiative vraiment pour ensemble gérer ce problème-là. Dans le comité d'initiative, tout à l'heure, j'ai eu à remercier très
sincèrement et infiniment les partenaires techniques et financiers, la société civile, qui a vraiment quand même mis sur pied un plaidoyer pour vraiment engager tout le monde. Et c'est dans ce cadre-là que ce comité-là alors va migrer vers un groupe de soutien, maintenant compte tenu de la complexité vraiment de ce problème-là, pour que les exécutifs territoriaux, c'est-à-dire les maires et les présidents des conseils, puissent vraiment prendre le problème en main. Parce qu'on s'est rendu compte que la nutrition, bon, c'est un concept qui est très complexe. Vous voyez, tout à l'heure je disais, quand on a dit que la région de Matam fait partie des régions où la malnutrition, le taux est extrêmement élevé, moi j'ai tiqué, j'ai dit non, nous mangeons bien, nous avons tout ce qu'il faut, vraiment ce n'est pas possible. Mais quand on va à l'intérieur, on se rend compte que le problème est beaucoup plus complexe que ça. Il y a le problème de la qualité d'abord de la nourriture, il y a le problème vraiment... C'est une dimension assez complexe qu'il faudrait que maintenant que les collectivités vraiment prennent ça en main. Les services de la direction du commerce intérieur ont sorti leur bâton hier dans la banlieue dakaroise pour faire respecter les nouveaux prix. Ils ont contrôlé 26 secteurs à Dakar, Guédiawaye, Pékin, Keur Massar et Rufisque. Au total, 419 commerçants ont été visités et 143 commerçants verbalisés et convoqués pour non-respect de la baisse des prix. Jusqu'hier, le taux de respect des prix par les commerçants contrôlés était estimé à 65,85%. Je vous le disais également dans le sommaire, dans le cadre de la mission du Fonds monétaire international pour la dernière revue du programme économique ici au Sénégal, le chef de la mission du FMI Sénégal, en l'occurrence Edouard Gemaël et sa délégation ont animé ce 15 novembre une conférence de presse pour soumettre leur évaluation à l'issue de 10 jours de visite. Et globalement, la mission de Bretton Woods tire une satisfaction de la santé économique du pays. Nous suivons Edouard Gemaël. Le budget qui a été soumis au Parlement avait alloué une allocation de 350 milliards de francs CFA pour les subventions à l'énergie, c'est-à-dire électricité et produits pétroliers. Vu où la situation est actuellement, c'est-à-dire pour cette année, les subventions vont atteindre à peu près 750 milliards de francs CFA. Aller de 750 milliards de francs CFA à 350 milliards l'année prochaine, on pense que lorsque je dis c'est ambitieux, c'est difficile. Ça va requérir des mesures très difficiles. Et partant de là, nous avons discuté avec le gouvernement s'il y a une possibilité d'augmenter cette allocation de 350 à 450 milliards dans le contexte du budget de l'année prochaine. Vu que la performance au niveau des recettes, nous sommes optimistes qu'elle sera bonne l'année prochaine. Et donc, ceci va permettre d'augmenter un peu les allocations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi qu'on a discuté, vu que ceci va accueillir des mesures que le gouvernement est actuellement en train d'évaluer et il les annoncera au moment opportun, vu qu'on a aussi encouragé le gouvernement de doubler les allocations aux ménages vulnérables en cash, le support de cash, les transferts monétaires qu'il donne aux ménages vulnérables. On a proposé qu'il les double dans le contexte du budget de l'année prochaine. Je vous disais également dans le sommaire, le port effectif du bracelet électronique ici au Sénégal pour la mise en valeur de ces champions. Le Sénégal, bien entendu, a préféré faire recours à l'expertise locale en valorisant le partenariat public-privé. C'est la Colombe Cyber Defense Operation Center qui a constitué le bras technique de l'État du Sénégal à travers ce projet. Le PDG du groupe La Colombe s'est réjoui de ce partenariat. Nous suivons Djibi Simer Gueye. C'est une entreprise sénégalaise, ce que je disais dans mon discours, en partenariat public-privé avec l'État sénégalais,
qui a exécuté un marché du Sénégal pour le Sénégal. Maintenant, aujourd'hui, on a transféré le savoir-faire à l'État du Sénégal sur la gestion des bracelets électroniques. Toute la partie juridique qu'on a eu à récupérer de nos partenaires, on a eu à le transférer à l'État du Sénégal. Ce qui est très important, c'est qu'on dise que le partenariat public-privé entre l'État sénégal et une entreprise sénégalaise à magnifier, ensuite à continuer, à pérenniser. On emploie plus de 1200 Sénégalais. Il y a, je pense, dans Colombe aussi, on a une dizaine de nationalités africaines, hein, qui nous lient. Et plus de 80% du personnel de la Colombe, c'est des femmes. Ça, c'est à magnifier. Ensuite, en termes de CV, on part sur des dizaines de doctorants. On a à peu près, dans nos calculs de l'année passée, 2021, on avait 121 Master 2 dans le personnel de la Colombe, sur les 1200, qui est un pourcentage très élevé. L'un des défis auxquels font face les collectivités territoriales de nos jours, c'est bien l'adaptation au changement climatique. Et donc, pour développer de bonnes stratégies d'adaptation face à ces changements climatiques, le directeur général de l'Agence au développement local, Abdoulaye Ndao, préconise la mise en place des forêts nourricières. C'était à l'occasion d'une tournée dans le village de Baltampé. Aujourd'hui, nous sommes ici à Baltampay dans le cadre de notre tournée en notre qualité de directeur général de l'Agence pour le développement local. Comme nous l'a instruit le ministre Mamoudou Talla, ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement territorial, à travers des axes de vigilance qu'il a définis pour nous dire de descendre sur le terrain, d'aller rencontrer les populations pour voir dans quelle mesure pouvons-nous prendre en charge leurs préoccupations et les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Avec le comité intervillageois d'aménagement et de gestion de la forêt de Baltampay qui fait 102 000 hectares. Une forêt qui est agressée de toutes parts. C'est la raison pour laquelle ce comité intervillageois qui a été mis en place pour prendre en charge les préoccupations de manière durable, parce qu'il faut le dire, l'aménagement, c'est un instrument de planification spatiale, un instrument de planification temporelle pour prendre en charge et répondre efficacement de manière durable aux besoins des populations qui vivent dans cette zone-là. Et pour le faire, les compétences transférées vont s'exercer dans le cadre de cet aménagement. Et le rôle de ce comité intervillageois aussi, leur mission s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme de gestion. C'est la raison pour laquelle nous exhortons les collectivités territoriales à aller en intercommunalité, à pousser les populations à travailler ensemble pour prendre en charge l'ensemble des difficultés. Voilà pour l'actualité nationale, à présent celle internationale. Au Mali, après le retrait britannique, la Côte d'Ivoire annonce également à son tour le retrait de ses troupes. Explosion dans l'est de la Pologne, les appels à la prudence se multiplient. Et puis aux États-Unis, l'ancien président américain Donald Trump annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Nous suivons le point. Après la France, la Suède et le Royaume-Uni, la Côte d'Ivoire a annoncé un retrait de ses troupes déployées au Mali dans le cadre de la MINUSMA, la mission onisienne pour la stabilisation de la région. Au total, 900 casques bleus ivoiriens vont quitter progressivement le territoire malien d'ici août 2023. La Côte d'Ivoire confirme le retrait progressif des personnels militaires et de police ivoirienne déployés au sein de la MINUSMA, peut-on lire dans
dans un courrier rédigé par la mission permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU et adressé à Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de paix des Nations Unies. Les derniers soldats ivoiriens quitteront le territoire malien en août 2023 sans être relevés. Mardi 15 novembre, en Pologne, le village de Géodo, à 7 km de la frontière ukrainienne, a été touché par un missile alors que la tension a déjà été vive dans la région. Les appels à la désescalade se multiplient depuis, car une simple étincelle pourrait entraîner une aggravation de la crise. L'armée polonaise est en état d'alerte renforcée. Le Conseil de sécurité nationale polonais doit à nouveau se réunir ce mercredi matin, mais selon le président polonais Duda, il n'a pas de preuves sur l'origine du tir du missile meurtrier, très probablement de fabrication russe. Et puis aux États-Unis, Donald Trump a officiellement annoncé ce mardi 15 novembre être candidat à l'élection présidentielle de 2024 lors d'un discours prononcé depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Afin de rendre à l'Amérique sa grandeur et sa gloire, j'annonce ma candidature à l'élection présidentielle, a déclaré l'ancien président devant ses militants rassemblés dans la grande salle de réception de sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago en Floride. Cela ne va pas être ma campagne, cela va être notre campagne, leur a-t-il promis. Plus tôt dans la journée, ses conseillers avaient déposé des documents auprès de la Commission électorale fédérale des États-Unis pour créer un comité appelé Donald Trump for President 2024. Donald Trump s'est engagé mardi à ce que Joe Biden ne passe pas 4 années de plus à la Maison-Blanche juste après avoir officialisé sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Place à la page sportive. Coupe du Monde 2022. Les Lions du Sénégal ont effectué ce mardi leur deuxième séance d'entraînement avec un groupe de 25 joueurs. Manque à l'appel évidemment le deuxième meilleur joueur au monde, Sadio Mané. Bundesliga, le Racing Sport Leipzig pense déjà à lever l'option d'achat du défenseur sénégalais Abdou Diallo. Et puis ça y est, c'est officiel, Christopher Nkunku déclare forfait pour la Coupe du Monde après s'être blessé. Nous suivons tout ça avec Pendegay. Nous démarrons l'actualité sportive après leur première séance d'entraînement effectuée ce lundi soir à Al Doural Handball Arena avec un groupe de 19 joueurs. Les Lions du Sénégal se sont encore entraînés ce mardi soir après cette fois-ci à huis clos, mais avec un groupe de 25 joueurs. En effet, 6 joueurs ont rejoint la tanière ce mardi soir après avoir joué dimanche soir avec le club respectif. Il s'agit du joueur de l'Olympiakos à Pape Abou Cissé, de celui du Milan AS Fodé Ballo-Touré, des Marseillais Pape et Bamba Dieng et des Monégasques Ismaël Jacques et Krempé Diatta, et puis prête avec une option d'achat par le club de la capitale française, le Paris Saint-Germain à Leipzig dans les dernières heures du mercato d'été. Abdou Diallo n'a pas mis bien longtemps à trouver ses marques dans un championnat qu'il connaît bien pour être passé par Mayence et Dortmund entre 2017 et 2019, au point de pousser les dirigeants de Leipzig à vouloir l'enrôler définitivement. En effet, en accroît les informations du quotidien allemand, le Leipziger Volkszeitung, l'équipe de Saxe serait prête à lever l'option l'achat du Lion de 26 ans qui compte déjà 2230 minutes disputées toutes compétitions confondues est un but. La somme du deal est évaluée à hauteur de 20 millions d'euros. Enfin, pour terminer, victime d'une entorse au genou, Christopher Nkunku ne pourra pas rejoindre le Qatar avec la sélection tricolore et un forfait de plus au sein de l'équipe de France. Après Mike Maignan, Paul Pogba, N'Golo Kanté et Presnel Kimpembe, c'est au tour de Christopher Nkunku de déclarer forfait pour la Coupe du Monde. L'attaquant de Leipzig s'est blessé ce mardi à l'entraînement et les examens médicaux ont révélé une entorse au genou. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Penda pour ces explications. Mesdames et messieurs, nous voilà au terme de cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa, les meilleurs.